Alors, messieurs, on a vu deux premiers ministres, Édouard, l'entrant de droite, et Bernard, le socialiste sortant, s'embrasser sur le perron de l'Élysée. Est-ce que c'est pas finalement le symbole du pari de Macron qui est de dynamiter les repères gauche-droite et puis de faire exploser tout simplement les deux partis traditionnels que sont le PS d'une part et puis l'Alliance LR-UDI d'autre part? Yann Capet. Enfin, pour moi, le symbole, c'est surtout qu'on perd un grand Premier ministre de gauche, Bernard Cazeneuve, et qu'on découvre un nouveau Premier ministre de droite qu'on ne connaît pas. Yann Capet, Mitterrand en 88, donc on l'a dit, avait tenté aussi une sorte de recomposition, mais qui ressemblait finalement plus à un débauchage. Et là Mais là, aujourd'hui, je crois que nous sommes encore dans une étape de confusion, avant la recomposition. Une étape de confusion parce que les Français, aujourd'hui, n'ont plus véritablement de repères. Cette recomposition, je pense qu'elle sera salutaire, elle est indispensable, pour la gauche, je pense, et pour la droite. Et elle génère aussi une forme de renouvellement qui a sans doute trop tardé dans des formations politiques qui ont parfois pris un peu la poussière. Enfin, il et elle seront 426 candidats, 70 de plus qu'en 2012, à briguer un siège à l'Assemblée sous une cinquantaine d'étiquettes politiques différentes. On regrettera au passage une fois de plus que le nombre de femmes candidates est bien inférieur au nombre d'hommes. Alors, je vais vous demander à chacun quelques explications, et sur vos candidats et sur la campagne de votre parti. On commence par le PS, Yann Capet, d'abord parce qu'il a 18 députés sortants sur 33, et que donc, c'est forcément la force politique qui a le plus à perdre de ces législatives, d'autant qu'il est aussi affaibli par ceux qui ont basculé vers Macron. Les candidats investis PS, et qui sont restés PS, vont-ils faire une campagne d'opposition claire par rapport au programme d'Emmanuel Macron, du président de la République et du Premier ministre? Nous avons adopté une plateforme qui reprend les propositions de la gauche, du Parti socialiste, avec cette volonté à la fois d'être constructif. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un nouveau président de la République. Et notre volonté, c'est que la France réussisse dans ces 5 ans, qu'on ne perde pas de temps. Nous avons des propositions à porter dans ce cadre programmatique. Mais nous serons aussi surtout vigilants. Je vous donne un ou deux exemples. Un seul, sûrement. Un seul. Alors, un seul exemple. La réforme par ordonnance du Code du travail, pour nous, c'est insupportable. Moi, j'ai vécu le 49.3, j'ai pas envie de recommencer cette expérience qui a été catastrophique. Vous serez plutôt dans l'opposition. Nous serons dans une opposition constructive et vigilante. Autre question. Vous avez perdu 2 députés sortants socialistes dans le Pas-de-Calais. Elles ont obtenu finalement l'imprimature d'En Marche. C'est Jacqueline Maquet et Brigitte Bourguignon. Est-ce que vous avez digéré? Mais vous parliez de débauchage tout à l'heure. Moi, je me refuse à tout calcul de politique politicienne, à toute confusion, et au contraire, on fait le choix de la clarté. Ça signifie que sur la 2e circonscription, il y a un candidat socialiste. Celle de Jacqueline Maquet. Sur la 6e circonscription, celle de Brigitte Bourguignon, il y a d'autres candidatures à gauche. Mais ne comptez pas sur moi pour rentrer dans la cuisine électorale. Attendez, pourquoi n'avez-vous pas mis de candidat socialiste face à Brigitte Bourguignon? Pour une raison très simple. Il y a eu un appel à candidature, et il n'y a pas eu de candidature sur la 6e circonscription. Oh, je vous crois pas. Ah, mais je vous assure, je vous montrerai les mails si vous voulez. D'accord, alors je vous crois. Thibaut Guillouis, pourquoi ces 2 députés PS sortantes ont élu l'investiture d'En Marche? Je n'en sais pas grand-chose. En fait, ce qui est certain, c'est qu'on a 526 candidats En Marche, qu'effectivement, il y a quelques circonscriptions où nous n'avons pas jugé utile de présenter des hommes et des femmes pour nous représenter. On va y revenir. Parce qu'il y avait déjà des candidates et des candidats de bonne qualité qui défendaient ce projet-là avec une vraie sincérité. Donc vous considérez que tous les autres ne sont pas de bonne qualité, quoi, si je comprends bien. Non, mais en tout cas, qui portaient ce projet-là avec sincérité, puis avec les compétences nécessaires. Ça ne sert à rien de créer des fausses confrontations quand finalement on se retrouve et qu'on converge sur les idées. Yann Capet, dernière question pour vous. Aux législatives de 93, la fameuse vague bleue, cette vague avait tout emporté. Il ne restait plus en Nord-Pas-de-Calais que 8 députés socialistes sur 38, 20% en gros. Dont une majorité dans le Pas-de-Calais. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous éviter pareil ou pire hécatombe quand on voit, et on y reviendra tout à l'heure, que quelques intentions de vote donnent toujours les candidats PS à 6% comme à la présidentielle? Mais je crois que c'est le choix de la clarté que nous devons faire au Parti socialiste. D'assumer le fait que nous souhaitions la réussite de la France dans les 5 ans qui viennent, mais que nous avons des propositions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et que nous combattrons. Nous porterons les propositions qui sont les nôtres en matière de justice sociale. Et pour défendre aussi nos territoires. Nous avons des députés sortants qui ont fait énormément de travail dans la région des Hauts-de-France. Et je pense que, à la différence des sondages qui affichent aujourd'hui des grandes tendances, ils ne tiennent pas compte de la qualité de nos candidats. Donc à suivre. Sondage. Il y a une enquête de Harris Interactive qui est sortie et qui
prévoit des intentions de vote pour le premier tour des législatives, plaçant La République En Marche en tête avec plus de 30%, 32%. Derrière arrivent à ex aequo à 19% les candidats du Front National et ceux de la droite LR-UDI, et enfin à 15% ceux de la France Insoumise. Pour le reste, je vous laisse lire. Est-ce que cette hypothèse vous paraît probable et d'après vous, peut-elle annoncer une victoire au second tour pour La République En Marche? Je pense qu'il y aura des ajustements. Effectivement, des ajustements, parce qu'il y a des hommes et des femmes aussi derrière ces candidatures. Alors parfois, ce sont des renouvellements, parfois il y a des bilans à faire valoir et qui, très souvent, sont très bons. Mais je pense qu'il y aura aussi un autre ajustement. Parce que, monsieur Emery, madame Le Pen, elle est quand même dans notre région depuis très longtemps. Enfin, elle fait des passages de temps en temps. Court, s'il vous plaît, Yann Capet. Non, mais quelques jours. Mais il faudra bien qu'elle parle de son bilan. Il faudrait parler aussi du bilan du Front National dans la région. C'est la campagne qui va le faire, je Quel suppose. est-il au Parlement européen sur la question migratoire, sur les questions portuaires? C'est quoi votre bilan? Le bilan, on va vous le donner. C'est à Hénin-Beaumont, ville dirigée par une équipe Front National. Vous voyez bien comment, élection après élection, les électeurs nous rejoignent de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que là où vous envoyez le beau-frère de Marine Le Pen, vous allez envoyer qui après le deuxième beau-frère? On ne parle pas de sa circonscription, Yann Capet. Là où nous exerçons les responsabilités, les gens nous apprécient, les électeurs nous apprécient. Bien sûr. Ça n'empêche pas quelques détours par la justice. Je ne veux pas qu'on passe à côté d'Arc International. Est-ce que vous êtes, messieurs, rassurés par, non pas tant la visite de Bruno Le Maire, mais par les 35 millions qui ont été promis et qui vont arriver en juin? On avait des soucis sur Arc International. Yann Capet. Sur Arc International, évidemment, ça a été un combat. Ça a été un combat ces dernières années. Alors, on rappelle qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, est venu sur place pour tenter de sauver l'entreprise. C'est insupportable. On parle de milliers d'emplois sur un bassin d'emploi, celui de l'Audomarois, qui est déjà assez menacé. Et donc, je ne doute pas un instant que chacun se mobilisera. Et un mot sur Seine-Nord quand même, si vous le permettez. Parce que c'est nous qui nous sommes battus pour mettre en place Seine-Nord. On ne supporterait pas que Seine-Nord soit pas au rendez-vous. Hugo Bernalicis.